Bonjour, je suis Héloïse et dans mes carnets de cheminement, je vous propose de rencontrer des personnes inspirantes. Parfois, il suffit d'un événement, d'un choc, d'une épreuve pour que tout bascule. Et pourtant, certaines personnes trouvent en elles les ressources et les capacités pour transformer leur trajectoire. Ce sont ces femmes et ces hommes inspirants que je vous propose de rencontrer ici. Et pour cela, bienvenue dans mes carnets de cheminement. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Virginie. Donc Virginie, merci d'être là aujourd'hui. Et du coup, je t'invite à te présenter rapidement en quelques mots. Merci à toi. Donc moi je m'appelle Virginie Pinceau, je vais avoir bientôt 35 ans dans quelques semaines, donc j'ai 30 ans plus quelques mois. Oui, maman de 4 enfants qui ont de 2 à 16 ans et je suis experte en rangement et en organisation pour les particuliers et les professionnels, donc alléger le quotidien, l'intérieur en soi, donc la charge mentale aussi. Merci. Merci pour ces quelques mots de présentation. Donc aujourd'hui, pourquoi es-tu à côté de moi ? Je suis à côté de toi, donc je commence là sur mon parcours de vie. Tout à fait. J'ai vécu à Paris pendant 17 ans, donc j'avais un papa peu présent parce qu'alcoolique, donc il partait beaucoup. Fille unique en plus, donc une enfance assez solitaire et marquée par le manque d'argent, un papa absent, une maman qui essaye de se débrouiller. En plus un univers de banlieue parisienne assez défavorisé, donc voilà, toujours un petit peu solitaire et en décalage par rapport aux autres, parce que finalement j'étais mature très vite du fait qu'on manquait d'argent, qu'il fallait calculer le moindre centime quand on allait faire les courses. Compter le nombre de gâteaux pour le goûter, enfin, voilà, c'était plein de petites choses qui moi me faisaient me sentir en décalage par rapport aux autres, même si j'étais dans un milieu qui était défavorisé. Toutes les familles fonctionnaient pas comme ça. Je n'avais pas mes parents à Noël, enfin, voilà, des choses où j'étais envoyée dans la famille, donc ça c'était mon enfance qui finalement je sentais que j'étais en décalage, mais du coup c'était ma normalité. Oui, donc, c'était toi, c'était moi. ça que tu as grandi. Je sentais que c'était pas normal et c'était compliqué, je me sentais seule du coup d'être fille unique. Mais voilà, donc il y avait cette chose-là, mais bon, quand on est jeune, on n'identifie pas trop, ça fait partie de notre construction. À 17 ans, je rencontre le père de mes 2 garçons, parce que j'ai 4 enfants, donc de mes 2 garçons aînés. Donc je suis maman à 19 ans, donc très vite je suis maman. On se marie après par la suite, 7 ans après, mais donc maman à 19 ans, à 20 ans j'ai ma première maison. En même temps que je deviens maman, je continue mes études, donc c'est vraiment un jonglage. Et en même temps j'apprends à être maman, et j'apprends aussi ma vie de famille, parce que j'ai pas trop appris. Enfin, ma maman faisait un peu comme elle pouvait et mon père était absent, donc j'avais pas une structure familiale qui m'a appris à savoir c'était quoi une famille entre guillemets normale, même s'il n'y a pas de normalité, mais... Et en même temps, ce côté mature t'a permis finalement d'être maman de bonheur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas non plus très courant d'être maman non. aussitôt. Il y a 16 ans, moi j'ai des souvenirs à la maternité où j'étais tombée sur des sages-femmes qui étaient très dures avec moi, très méchantes aussi dans la manière d'être. Mon fils du coup est né prématurément et donc il a dû être en réanimation, enfin c'était très compliqué l'accouchement. On a failli mourir tous les deux, parce que je fais une hémorragie, donc ça a été assez violent comme accouchement. Mais elle a été très très dure pour l'allaitement, pour tout ça. Donc c'est des choses où quand on se construit en tant que femme, on ne sait pas, en plus de devenir mère, personne ne sait ce que c'est. Même si on essaye d'apprendre dans des livres, mais en fait on n'a pas le mode d'emploi qui est livré en même temps que le bébé, donc on ne sait pas du tout. Donc on apprend en même temps que le bébé arrive, et en plus j'étais jeune quand même. Et en plus tu as été catégorisée tout de suite par ton jeune âge et pas pris au sérieux. Pas pris au sérieux, incapable d'élever un enfant, il y avait tout qui était réuni, en plus de ce que moi je ressentais, parce que c'est un bouleversement en plus. Moi j'ai fait une hémorragie, mon fils a été en réanimation parce qu'il était prématuré, donc on a été séparés aussi. Donc c'était aussi plein de choses qui sont dures quand c'est le premier et on ne sait pas
parce que c'est les hormones, voilà, le post-accouchement, on ne sait pas comment ça se passe. Donc ça a été assez compliqué pour moi, mais voilà, on continue. J'ai grandi, moi je dis toujours que j'ai grandi avec mes enfants parce que je pense que qu'on ait des enfants à tout âge finalement, alors maintenant à 35 ans je ne vis pas les choses de la même manière, mais je pense qu'on apprend en même temps que nos enfants. Je crois qu'on apprend toute notre vie de toute façon, et puis en effet, je pense que les enfants, ça nous fait grandir encore plus vite que tout le reste. Ou avoir des cheveux blancs encore plus vite, mais je sais pas, mais c'est le choix, mais je pense qu'on apprend, c'est nos miroirs, nos enfants sont nos miroirs, et j'apprends, même là je vois mon fils qui a 16 ans, il y a des trucs, des fois où on se dit ah oui, ok, parce que j'ai aussi envie moi continuer à travailler sur moi, mais c'est vrai qu'il y a des choses à 19 ans où on dit d'accord, on sait pas comment il faut vraiment fonctionner et on passe dans une pseudo-normalité pour essayer de construire quelque chose. Et en parallèle, en fait, donc moi j'avais continué mon cursus scolaire à distance pour m'occuper de mon fils parce que je voulais pas arrêter l'école, pour moi c'était pas le deal. Et finalement, entre-temps, en fait, on m'a proposé un job où j'étais vendeuse dans un magasin d'ameublement et en fait, très vite, je suis passée secrétaire administrative et après, très vite, un équivalent adjointe de direction dans le magasin. Donc en fait, j'ai toujours pris des postes à responsabilité. Donc en fil en aiguille, en fait, ça s'est toujours amené à moi sans que je le demande en parallèle de ma vie de maman et ma vie de femme. En fait, tu as continué à grandir naturellement. C'est ça. Ça s'est fait naturellement et à chaque fois, ça venait à moi sans vraiment que je demande, quand je cherche à avoir des postes à responsabilité, mais ça se faisait naturellement parce que je pense que j'ai toujours été organisée, ça c'est au fond de moi et ça fait partie de moi. Mais en même temps avoir assez de souplesse pour gérer les urgences, gérer les aléas, parce que je pense que quand t'es maman à 19 ans et que tu vis aussi dans un foyer qui est déstructuré, tu dois t'adapter au changement et avoir quand même un certain cadre pour survivre entre guillemets. Cette flexibilité finalement qui t'a accompagnée toute ton enfance, toute ton adolescence. C'est ça. Et avant mes 30 ans, du coup, je me sépare du papa de mes garçons. Donc pour toute l'histoire et la genèse avec mon ex-mari, on devait partir vivre au Canada et on a eu notre résidence permanente pour partir vivre au Canada. Et finalement on s'est mariés pour aboutir tous nos papiers pour partir et en fait il s'est avéré que c'est un homme violent et très possessif mais qui je pense, moi je l'ai constaté vraiment parce qu'on devait partir à 7000 km, qu'il y a des choses qui peut-être moi ont pris plus de sens parce que je quittais tout, mon travail, mes amis, ma famille, donc je suis partie en laissant tout à mon ex-mari. Et cette violence, c'était physique, psychologique, c'était une emprise Alors c'était une emprise, je pense que l'emprise en fait elle s'est un peu créée parce qu'on était très fusionnels, tout le temps ensemble à deux et jamais avec l'extérieur. Donc ça se crée en fait un peu insidieusement, on est ensemble et on fonctionne comme ça et c'est un couple on va dire normal qui est très fusionnel. Et de fil en aiguille, en fait, quand on a fait les papiers pour partir, et vraiment quand on s'est mariés, moi c'est là où je l'ai ressenti, en fait j'étais sa femme. Oui. Pas une femme, mais sa femme. Et là il y avait vraiment une transformation, un switch qui s'est fait, il n'y avait plus d'intérêt que je vois mes copines, je vois ma famille, parce qu'on allait partir. Il m'a appelé au travail pour savoir à quelle heure j'allais finir, pourquoi j'étais pas encore rentrée. Alors à l'époque en plus j'avais un poste à responsabilité, donc je savais à quelle heure je commençais, mais jamais à quelle heure je finissais. Il y avait toujours des choses qui, au bout d'un moment, ça devenait très étouffant. Donc c'était très psychologique, à rabaisser, à dire que j'étais grosse, des mots assez durs en tant que femme. Alors même si j'avais un peu moins de 30 ans à l'époque, mais quand même c'était dur à entendre. Et à un moment donné, en fait, il y a eu des mots vraiment très violents et ça commence à être physique aussi. Et où là, moi, j'ai eu, je pense, un instinct à me dire s'il est prêt à être aussi violent dans les mots et physiquement, en fait, il faut que je parte. Et là, en fait, je suis rentrée dans un nouvel univers des femmes qui partent pour fuir leur ex-mari. On est suivi, en fait, tout un processus de procédure, déjà de justifier de quitter son domicile quand on est marié, parce que ça se fait pas comme ça, on doit aller à la gendarmerie. Donc il y a 8 ans, j'étais confrontée à des gendarmes qui me disent c'est une crise de couple, il faut retourner chez soi. Bien sûr. Voilà, c'était il y a que 8 ans, mais ça, je suis passée par ça, par
des violences sur moi avec des bleus, et en fait on m'a dit que c'était lui, pour lui c'était compliqué la séparation, donc il fallait que je comprenne la situation. Et ça, toujours les gendarmes qui te disent ça? Là c'était gendarme, j'ai eu aussi des assistantes sociales qui 3 fois, 3 reprises, parce que mes fils se sont plaints de violences de la part du papa. Et pareil, ça a été la même chose, pour lui la situation est compliquée, pour mon ex-mari la situation était compliquée. Pour en fait mon fils, c'est lui qui cherchait cette violence-là. Donc il n'était jamais coupable. Donc il n'a jamais été identifié comme la personne à l'origine en fait est coupable. Sachant que moi je voulais pas spécialement une reconnaissance de sa culpabilité ou pas, c'était plutôt qu'il se fasse soigner. Pour qu'on avance, c'est plutôt mettre en place des choses pour qu'il soit soigné et que ce soit sain et serein pour les enfants derrière. C'est surtout ça. Et t'as l'impression que ça s'est fait de façon depuis toujours finalement, depuis le début de votre relation, c'était insidieux, c'était petit et puis ça a commencé à grandir, ou ça s'est fait vraiment dans ce virage déménagement, tout quitter? Je pense que, alors ça c'est ma lecture à moi, mais je pense que c'est un homme qui est pervers narcissique et qui du coup, du fait qu'on devait partir à l'étranger, il y avait une emprise de tu es à moi, tu es ma chose, et en plus j'étais sa femme, et on partait. Et je pense que tout ça cumulé faisait que là où il voyait que moi finalement je prenais mon indépendance parce que j'étais bien dans mon travail que je quittais, donc j'étais assez triste quand même de le quitter. Je pouvais être indépendante aussi financièrement. Donc je pense qu'il y a quand même aussi eu un creux entre moi, mon émancipation, parce que à 30 ans, ça y est, on s'émancipe, on est une femme, on sait, j'ai eu 2 enfants, à l'époque j'avais mes 2 fils aînés. Dans le monde du travail, j'étais reconnue pour mes compétences, je me sentais bien, j'avais un cercle d'amis, donc je pense qu'il y avait tout ça qui, moi, j'avais créé, qui lui le déstabilisait sur son emprise qu'il pouvait avoir sur notre couple en fait, et sur moi, et cumulé plus au fait qu'on devait partir et déménager parce qu'on a vendu notre maison, moi j'avais démissionné de mon travail, ça faisait beaucoup d'éléments d'un coup, et du coup je pense que tout ça accumulé a fait que ça a renforcé cette emprise en fait, et moi certainement je pense que j'ai eu aussi à un moment donné, j'ai levé le voile, je pense qu'il y a aussi ça, une prise de conscience, et ça a été vraiment la phrase qu'il m'a dit et qui pour moi a été l'élément déclencheur où je me suis dit je trouve un appartement, je lui en parle pas, c'est tu pars, je t'enlève tes enfants et tout l'argent que t'as. Alors qu'on parlait pas de se séparer. Donc, ça a été le petit déclic. Ouais, ça a été vraiment où là, moi, ça a été le switch à me dire, s'il me menace avant même qu'on parle de se séparer, c'est qu'il sentait aussi. C'est qu'il y a quelque chose. Que du coup, tu commençais à prendre ton envol. Tout ce qu'il te disait d'agressif sur toi, de violent, est-ce que c'était des choses que tu prenais et que tu prenais pour vrai? Est-ce que tu avais cet esprit encore d'arriver à te dire il est pas bien et voilà? Comment tu vivais ces moments-là? Je pense qu'en fait, comme tout est quasiment arrivé en même temps, en fait, ça a été une accumulation en très peu de temps. Son agressivité verbale, vraiment, est montée crescendo en quelques semaines, mois, sur la fin, avant que je parte. Parce que moi, je suis comme ça, c'est mon côté taureau. Dès que je prends une décision, en fait, je la prends. Et donc là, quand j'ai décidé de partir, j'ai vraiment décidé de partir. Parce que je pense pour me sauver. On a un instinct de survie et qu'à un moment donné, on veut se sauver. Et quand il me disait que j'étais grosse, que j'allais mal vieillir, je pense que moi ça m'a renforcée sur le fait que je voulais pas partir à 7000 km avec lui. C'était pas lui en fait, c'est pas la bonne personne, et je voulais pas de cette vie-là avec cette personne-là. Et dans ton entourage, est-ce que tu as eu du soutien à ce moment-là? En fait, ce qui est très compliqué avec les pervers narcissiques et quand il y a ce genre de choses, c'est que les gens autour ne voyaient pas ce qui se passait. Parce que vraiment, quand on le voit, il paraît très gentil, très doux, très avenant, il fume pas, il boit pas, c'est le genre idéal. Donc c'était, en fait, c'était moi, j'avais trouvé quelqu'un d'autre, sa famille était comme ça, elle le soutenir lui, s'il était violent c'était de ma faute, c'était vraiment très accusateur. Et ma maman en fait m'a tout de suite soutenue, mon oncle aussi
qui vit sur le Mans, m'a soutenue directement parce que justement il y a eu des scènes de violence et il est intervenu. Mais pour que les gens comprennent en face, même à maman, enfin, il a fallu quand même qu'il y ait des choses qui se passent pour se dire ah oui, mais en fait c'est à ce point-là. Enfin, ce double visage. C'est ça. C'est ce pouvoir de manipuler aussi l'opinion et de montrer quelque chose de très protecteur presque. Et puis finalement par derrière. Oui. Et de ce qui est le pire, c'est qu'ils arrivent à prendre des choses qu'on dit et de transformer. Qu'un pervers narcissique en fait arrive à prendre ce que tu dis et à te le renvoyer, enfin l'utiliser contre toi. Donc une chose que tu vas dire ou que tu penses bien faire avec les enfants, et ben ça va être détourné et ça va revenir en fait en pleine face pour dire bah, tu fais mal ça, t'as dit ça de telle manière et du coup si tu dis ça, ça veut dire que t'es comme ça et... Donc c'est ta confiance finalement qui à chaque fois se prend des coups et devient de moins en moins importante. Ça et moi ça a été vraiment en fait mon rôle en tant que mère. C'est ce qui est le plus utilisé, hein. Je suis une maman lionne, mes enfants, il y a le cadre mais je les protège excessivement juste pas, mais en tout cas c'est important et à chaque fois pour les enfants c'était ça, c'était du coup si tu travailles, moi parce que c'était au chômage évidemment pour la pension alimentaire, les femmes qui vivent ça comprendront, mais c'était si tu fais ça, c'est-à-dire que t'aimes pas tes enfants. Si du coup tu décides de pas leur acheter les dernières chaussures, tu les aimes pas, tu penses pas à eux. Donc de te faire culpabiliser à chaque fois sur ton rôle de mère. La chose qui était plus importante pour toi finalement. Mais c'est parce qu'ils savent, ils savent capter. Ça aurait été la confiance en moi, je pense qu'il aurait été, il aurait continué sur cet aspect-là. C'était la petite corde sensible, celle qu'il fallait utiliser. Ouais. Et est-ce que tu avais la peur que les autres pensent ça de toi aussi? Est-ce que tu avais cette angoisse aussi de croire que c'était toi qui étais plus faible ou plus pas folle mais un peu, tu vois, souvent ils jouent un petit peu là-dessus. Est-ce que toi ça t'a effleuré ça? En fait moi vraiment ce qui a été dur déjà ça a été certaines de mes amies le défendent. Et en fait ça vraiment pour moi ça a été très dur et il y a un moment donné où je pense que, c'est dur ce que je veux dire, mais il y a un moment où on se dit de toute façon on n'est pas soutenu aussi bien par l'autorité française, les gendarmes, la brigade des mineurs, il n'y a rien qui est fait pour nous soutenir, on n'est pas pris au sérieux. Et moi j'avais presque, on me dit si on se suicide ça va être plus simple, on va être apaisé. Parce que en fait c'est un trop de tout. Alors même si j'ai jamais été sensible par rapport à ça, mais je dis c'est tellement fatigant parce qu'on part avec rien, on veut refaire sa vie pour se protéger. Et en même temps il y a les enfants au milieu, donc le temps qu'on passe en jugement, déjà c'est très long. Donc le temps que ce soit acté, que la procédure se mette en place, que les modalités de garde se mettent, tout ça, c'est très très long. Et au milieu, il y a un conflit qui est là et chaque jour, il y a des messages, il y a du harcèlement qui se met en place aussi. C'était ça, mon ex-mari, des messages permanents, il utilisait ce que les enfants disaient et s'en resservait. Et moi, c'était vraiment envers moi, parce qu'après, mon noyau qui est resté me soutenait, mais c'était ce côté de, en fait, ça changera jamais. Et quand on ne voit pas d'issue, on se dit au bout d'un moment c'est fatigant en fait de ne pas avoir d'issue. C'est facile du coup à ce moment-là d'avoir ces idées noires qui peuvent prendre beaucoup de place. Oui. Et puis mes enfants étaient petits, 3 et 6 ans, donc ils pensaient ce que leur papa disait. J'en faisais pas assez d'être aussi parfois, d'avoir des mots très durs envers moi, mais parce que en fait ils reproduisaient juste ce qu'ils entendaient. Mais donc il y a vraiment ce côté-là où pour moi ça a été le plus dur, pas tant le jugement des autres. Les amis, parce que finalement j'ai fait le choix de ne pas continuer avec eux parce que finalement c'était pas les bons, mais plutôt tout ce qui se met autour de nous pour nous aider en fait vraiment. Et c'est pas aider, c'est pas que financier, c'est mentalement à qui est là pour vraiment nous soutenir et me dire oui en fait on n'est pas folle, notre démarche elle est bien parce que c'est pour protéger nos enfants. Mais en fait, il n'y a rien qui est fait. Et on a eu une situation qui était très probante. Mon fils aîné, à l'époque, donc il avait 6 ans, a dit à sa maîtresse « Je ne veux pas aller chez mon papa ce week-end parce qu'il me frappe ».
Donc il y a tout un truc qui se met en place où l'école nous appelle, donc moi j'ai dû récupérer mon fils, sauf que c'est un temps de garde du papa. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? On doit aller à la gendarmerie, au commissariat, déclarer qu'on ne remet pas l'enfant aux parents parce qu'il y a cette situation-là. Aucun commissariat n'a voulu nous recevoir parce qu'il était 16h30, parce qu'ils avaient plus le temps, parce qu'il y avait des manifestations, parce que chaque commissariat, donc j'ai fait 4 commissariats sur le moment. Donc voilà, on a eu ça, donc avec mon fils, il faut penser mon fils de 6 ans que je trimballe. Lui qui est partout avec toi. C'est ça. Et en parallèle, mon ex-mari qui veut récupérer son fils et qui fait que de m'appeler. Et en plus, à l'époque, c'était après notre séparation, donc moi j'avais refait ma vie parce que 2 ans après notre séparation, j'étais enceinte de 7 mois à ce moment-là. On fait les commissariats, personne n'a voulu nous prendre et au final il y a un commissariat qui a accepté de nous prendre et le monsieur m'a dit mais en fait c'est simple, c'est soit vous remettez votre fils à votre ex-mari et vous prenez la responsabilité de si il est gravement blessé par votre ex-mari, voire même le pire, c'est votre responsabilité. Par contre c'est aussi du coup quand vous remettez pas votre enfant, vous êtes aussi en tort. Donc en fait quoi que tu fasses, c'est contre toi. C'est que quoi qu'on fasse, en fait, on n'a aucune solution et je trouve que c'est très représentatif de quand on veut partir. Alors je dis une femme parce que aujourd'hui c'est la situation qui ressort le plus, mais en fait je trouve que c'est très révélateur qu'on n'a pas de soutien. On veut partir, déjà on part avec rien, majoritairement parce que les femmes ont des revenus plus instables avec les maternités et tout ça, et aussi du coup on fait quoi? Et quelle décision tu as prise, toi? De garder mes enfants. Voilà. J'ai joué la mauvaise mère jusqu'au bout. J'ai gardé mes enfants avec la peur que à chaque fois que je retourne à l'école le matin, ils soient là. La peur que le soir, ils soient là aussi. Toujours dans un contexte où j'étais enceinte de 7 mois. Donc il y a aussi ça. Du coup, peur pour mes enfants, mais peur aussi pour moi, parce que en fait, s'ils s'en prend à moi, je peux pas réagir. Donc c'est vraiment, en fait, tout ça c'est très fatigant, parce qu'en parallèle, il y a les assistantes sociales qui interviennent, qui viennent, donc pareil, qui sont venus chez nous, qui ont tout vérifié chez nous, qui nous ont posé énormément de questions, nos plannings, comment s'organiser, tout ça. Et lui, il n'a rien eu. Il n'a même pas eu une visite. En fait, il n'a pas eu de visite parce qu'il a refusé la visite. Et ils ne peuvent pas lui imposer la visite. S'il refuse, il refuse. Il n'y a pas d'obligation. Et les coûts sur toi, sur les enfants, est-ce qu'il y a eu des conséquences par rapport à ça sur lui? Non, en fait, c'est passé en jugement et comme son ex-compagne, après moi, elle l'a défendu en disant que c'est un homme merveilleux, qu'il faisait pas ça. Ça a été classé sans suite. Alors que moi, j'ai eu des jours d'ITT. Les enfants aussi ont témoigné, mais ils étaient petits, donc ils n'ont pas été pris au sérieux. Et ça a été retourné en disant que c'était moi qui alimentais les enfants sur ce genre de choses. Et pareil, une psychologue qui avait rencontré monsieur qu'une seule fois, en fait, avait dit, avait fait son bilan pour dire comment il était et qu'en fait, elle, comme elle l'a cerné, elle lui a dit des choses et en fait, ça lui a pas plu. Et ça l'a mis dans son compte rendu et du coup, il a fait en sorte que on prenne pas en compte son témoignage. C'est fou, que cette emprise qu'il peut avoir finalement aussi sur tout le reste. C'est ça, surtout. Et donc comment tu te sens, toi, à ce moment-là? Vraiment démunie parce que c'est de se dire que déjà on se demande si c'est pas nous qui devenons complètement folles en fait avec la situation et qu'on extrapole tout parce qu'il y a un côté émotionnel et fatigue, il y a tout qui s'entremêle et en même temps personne ne nous aide en fait à faire en sorte que ça avance. Alors oui, il y a les avocats et en plus à l'époque j'ai pas eu un avocat qui était exceptionnel. Qui était plutôt à être tout le temps dans la bataille plutôt que de m'aider à avancer. Mais on n'a rien au niveau du système pour nous croire, pour nous aider, pour prendre en compte ce qui s'est vraiment passé et à un moment donné acter ce qui s'est vraiment passé. En fait, tout a été minimisé depuis le début. Et la conséquence aujourd'hui pour mon fils aîné, lui qui a vu les violences et tout ça, c'est qu'il n'a plus confiance dans le système. Il s'est passé encore quelque chose il n'y a pas longtemps et il m'a dit mais ça sert à rien d'aller porter plainte, ça sert à rien de faire tout ça parce qu'en fait on ne nous croit jamais. Et donc je me dis c'est horrible parce que lui il a que 16 ans
et il est convaincu qu'aujourd'hui la justice ne veut pas nous aider. Alors qu'il n'est pas en tort. Donc c'est aussi tout un travail de se dire nous on n'est pas en tort, on a fait les choses comme il fallait et c'est pas nous les fautifs, mais en face en fait ça suit pas. Et donc ça c'est vraiment très dur. Et il y a un côté démotivant, et c'est pour ça que je suis parlé de suicide, c'est que en fait quand on en a marre et que c'est trop, tout le temps, tous les jours, que toute notre vie bascule et on se dit sur une prise de décision de partir, en fait ça aurait été beaucoup plus serein de rester dans la situation. Oui, c'est de se dire j'aurais dû rester, me taire et tout serait passé comme ça. Mes enfants, ils auraient peut-être moins subi. Pour moi, ça aurait été plus simple parce que j'aurais gardé un confort matériel et une sécurité. J'aurais pas vécu tout ça par rapport à ce qui s'est passé après. Donc c'est dur. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que moi, je comprends les femmes qui restent tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on n'est pas dans ce système-là, on ne peut pas comprendre. C'est finalement comme tout le monde minimise, nous-mêmes on finit par minimiser ce qui s'est passé. Parce que du coup tu dis j'aurais pu rester dans une sécurité alors que tu ne l'étais pas finalement. Mais c'est de se dire que c'était peut-être moins pire que ce que tu as vécu. C'est tellement fatigant, tellement de... En fait on remet tout en question et encore moi j'avais la chance d'avoir ma maman qui m'a beaucoup aidée pour... Elle a repris un appartement sans que je le dise à mon ex-mari pour que il ne sache pas que je parte dès le début et donc j'ai attendu le dernier moment pour dire que je parte et d'avoir une solution de repli parce que maman ne vit pas sur le Mans donc en plus ça, tout s'est fait à distance mais je l'aurais pas eu pour m'aider aussi à racheter des meubles sachant qu'à l'époque en plus on n'avait qu'un conjoint et donc évidemment j'avais fermé tous mes comptes à moi parce qu'on devait déménager à l'étranger. Donc, cette emprise finalement jusqu'au bout, jusqu'aux finances. Tout. Donc j'avais rien. Enfin, quand je dis je suis partie avec rien, je suis partie avec une valise et je lui ai laissé les meubles, j'ai tout racheté. Enfin, j'avais plus d'emploi parce que j'ai quitté mon emploi pour partir à l'étranger. Enfin, j'avais vraiment rien. Je suis repartie de zéro et heureusement j'avais ma maman pour me dire elle m'a aidée comme elle a pu en fait et il a fallu que je retrouve du travail. Enfin, sachant que quand on vit un divorce comme ça, travailler c'est pas le premier truc qu'on a envie de faire. Mais le fait d'être cru à ce moment-là par ta mère, ça a été important. Ça a été important, mais en fait, c'était pas assez par rapport à l'ampleur de la situation. J'aurais eu besoin qu'une personne de loi... alors, il y a eu le policier à l'époque qui comprenait la situation et donc ça nous a fait du bien, mais comme derrière, ça n'a pas suivi. Et il a été très honnête, il a dit qu'il n'y avait pas de bras cassés pour les enfants, il n'y avait rien, donc finalement, ça sera sans suite. C'est ce qui s'est passé. On se dit en fait il faut arriver à des situations extrêmes pour que quelque chose se fasse et c'est horrible, c'est là où on se sent pour le coup démuni. Ce que je te disais c'est qu'il n'y a que dans une situation grave que les choses vont bouger et changer et qu'on va être cru et que nos propos auront de l'importance. Et quelle image as-tu de toi à ce moment-là? Je pense, maintenant ça va bien, donc faut que je me replonge à mon mois d'avant, vraiment, déjà en reconstruction, parce que je mangeais plus, j'avais plus mon travail, qui pour moi était important, parce que pareil, mon ex-mari il était si t'aimes travailler, c'est que t'es carriériste, t'aimes pas tes enfants, donc il y a tout ce schéma-là aussi à déconstruire. Et l'image que j'avais de moi, c'était que je pouvais rien faire normalement sans mon ex-mari. Donc en fait, c'était sortir aussi de 10 ans de vie, 9 ans d'habitude, où je fonctionnais comme ça. Quand j'ai rencontré mon mari actuel, la première fois que je lui ai dit je sors avec une copine et qu'il m'a dit oui tu fais ce que tu veux et je lui ai dit mais tu m'aimes pas. Donc ouais, c'est une reconstruction totale et c'est là où moi j'ai pris conscience qu'il fallait que je me reconstruise complètement et que c'était pas juste un divorce à acter, c'est que c'était une reconstruction totale. Donc en fait j'avais eu l'impression d'être plus personne. C'est dur hein. De ne plus exister. Ouais, ça va me faire pleurer. Finalement de t'être dépossédée de qui tu étais. De se retrouver, ouais. C'était vraiment... En fait, qui tu es, parce que quand tu pars, t'as plus rien. Tes enfants vont pas bien, parce qu'il y a eu une séparation qui est imposée. Et du coup, qui tu es vraiment en fait après ça? T'es une femme qui divorce, qui se plaint de son ex-mari, qui certainement délire. Et du coup,
moi c'était une perte de confiance, mais pas tant dans mon corps, mais de moi, enfin, qui je suis. Le divorce avant 30 ans, voilà. Lui, il avait réussi son travail en tout cas. De ce côté-là, c'était bien fait. Voilà, c'était bien. Mais encore, il a été très, mais encore il n'y a pas longtemps, très culpabilisant. Et donc ça, enfin moi, c'était un travail de longue haleine. Et c'est pour ça, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et je me suis retrouvée, à 33 ans, je me suis enfin trouvée. Donc c'est long, en fait. C'est un long travail de reconstruction. Ouais. Mais je pense, je pleure, mais c'est parce que ça ressort, mais en fait, presque aujourd'hui, je suis heureuse d'être passée par là. Enfin, on en parlera, mais c'est. Ouais. C'est dur, mais je pense que c'était nécessaire pour se relever derrière, en fait. Parce que si on reprend toute l'historique de ma vie, finalement, j'ai jamais eu le temps de me construire vraiment. De me trouver, de grandir, Donc c'est. Voilà. Ça fait partie du coup, aujourd'hui, du fait qu'aujourd'hui tu sais qui tu es. Ouais. Je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je sais comment je veux construire ma vie. Et alors je travaille maintenant sur moi mais différemment, mais j'ai plus de doute des fois quand je rencontre des personnes qui prennent toute mon énergie, où je sens justement un profil un peu pervers narcissique. Je sais tout de suite. Et ça me déstabilise plus comme avant, où, quand c'était frais et que je le voyais encore à mon ex-mari, où je sentais encore cette emprise-là, parce qu'on pense que quand on se sépare, on pense que c'est là où ça se coupe. Enfin, les personnes extérieures se disent t'es séparé, c'est fini, tu coupes, ça va aller, mais en fait non, c'est ancré. Et puis c'est une déconstruction, parce que pour le coup, tu t'étais construit dans cette vie de couple, dans ce schéma-là, dans cette vie de famille, et tout d'un coup, pour pouvoir se reconstruire, finalement, il faut se déconstruire aussi. Et apprendre à se déconstruire, parce qu'on ne sait pas déconstruire, on n'est pas éduqué à apprendre à retravailler sur soi. Moi, mes parents mon père a jamais vraiment été suivi. Nos parents savent pas, se faire coacher, accompagner, c'est pas des choses qui leur parlent vraiment. Et d'accepter, de se dire on va être aidé pour pas être la meilleure version de soi-même, mais d'aller chercher plus loin pour s'aligner encore plus et se sentir bien dans son quotidien, ça demande énormément d'énergie. Et ça, c'est quelque chose où vraiment on pense que c'est terminé avec le divorce. Donc moi, c'était un soulagement une fois que j'ai été divorcée, parce que 5 ans de divorce, parce qu'on n'était pas d'accord sur le divorce, donc 5 ans plein de divorce. Donc ça, c'est très long et fatigant. Mais c'est pas fini. Tant que mes enfants sont pas majeurs, c'est toujours pas fini, parce que il y a toujours des trucs de pension alimentaire, il y a toujours des trucs qui sont là, parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'emprise sur soi, il y a l'emprise sur l'argent, évidemment. Mais si on repart d'une page blanche, quand je dis j'ai mis 33 ans à me retrouver et à me trouver, parce que je pense que comme j'ai jamais eu cette place de me sentir bien, normal quelque part, du coup, tout cheminement de reconstruction suite au divorce m'a permis enfin de trouver ma place, et bien sûr de rencontrer mon mari, mais de trouver ma place au bon endroit, sur ce que j'aime faire, la personne que je suis vraiment. Puis en plus on évolue tout le temps, donc c'est tout ce cheminement là qui fait je me dis 33 ans en fait, il y a bientôt 2 ans, je pense que je me suis vraiment trouvée avec le métier que j'ai envie de faire, ma vie de famille aujourd'hui, mon mari qui est très aimant et très présent, tout s'est mis en place et qu'il a fallu passer par ça. Donc finalement, oui, c'était très dur, mais en vrai je vais bien. Je pleure, mais en vrai je vais très bien. C'est ça qui est intéressant, c'est ce cheminement qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a aidé ? Puisque la justice ne t'a pas entendu, puisque tu n'as pas eu cette aide-là, comment tu as fait toi ? Alors déjà j'ai été voir des psychologues, parce qu'à un moment donné, justement pour déconstruire tout ce qui s'est mis en place, il faut en parler avec quelqu'un qui est en dehors de tout ça, parce que entre temps j'ai rencontré mon mari actuel. Comment ça s'est fait cette rencontre ? Improbable, la plus improbable des improbables. Donc je quittais le magasin justement où j'étais, parce que je devais partir. Donc moi en plein divorce, clairement j'étais pas en quête d'une relation amoureuse. Et lui ici, avec ses gros sabots, donc il a ramé.
faire le pan, comme je dis, essayer de séduire. Puis en fait, moi je suis très. Il y a ma bulle, et en fait dans ma bulle je laisse pas rentrer n'importe qui. C'est assez dur, et encore plus en relation amoureuse. Très protectrice. Ouais, puis j'ai pas envie de. Et encore plus, je pense, en vieillissant. Je vais pas m'améliorer, mais j'ai envie de mettre l'énergie pour les bonnes personnes. Et du coup, quand il y a des personnes qui viennent en frontal pour prendre, être là, s'imposer, moi c'est. Laisse-moi tranquille. Même en relation amoureuse, là, c'était pas du tout, et j'étais pas dans cette vibe-là à me dire oh super, il y a un gars qui. Pas du tout. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie, je t'ai rien demandé. Laisse-moi tranquille. Donc il a continué, et de fil en aiguille, il a su me faire rire, et pareil, je le trouvais très lourd, très. À tout le temps faire des blagues et machin. Et il m'a même dit mais non, toi t'es pas une rigolote, tu rigoles pas souvent. Et j'ai dit mais non, j'ai pas envie de rire avec toi en fait, laisse-moi tranquille. Donc improbable, vraiment. Il a ramé. Et il a ramé, ouais, c'est. Il voulait pas d'enfants dans sa vie, moi je voulais pas non plus avoir d'enfants, on a eu 2 enfants ensemble. Et il devait déménager en plus à l'époque, il devait déménager, il devait pas rester, et puis moi je pouvais pas partir parce que mes enfants, je les ai eus, avec le papa qui est là, je me voyais pas partir et laisser mes enfants, encore plus avec la situation. Donc complètement improbable. Notre histoire sur le papier, c'est pas marié au premier regard et ça match à je sais pas combien de pourcents, là je pense qu'on aurait été peut-être à 20% de match. Et finalement, je pense que le fait qu'il me laisse cette liberté justement de me reconstruire et d'être qui je suis, parce que lui aussi il avait des choses à retravailler de ses histoires précédentes, et que je lui ai dit en fait quand on s'est rencontrés, parce que il a un peu le syndrome du sauveur, et je lui ai dit mais moi j'ai pas envie d'être sauvée. En fait, c'est ça, je lui ai dit moi j'ai pas envie d'être sauvée, je sais ce que j'ai à faire, il faut me laisser en fait justement dans ma bulle ma possibilité de me reconstruire. C'est moi qui vais me reconstruire, c'est pas toi qui vas me reconstruire. Ouais. Et j'ai pas besoin. Et je pense que ça, du fait qu'il l'ait compris, entendu et qu'il l'ait appliqué derrière à me laisser cet espace-là, a fait que derrière ça a fonctionné et qu'on a eu nos 2 filles. Et pareil, notre fille, on l'a eu parce que moi je voulais pas d'autres enfants et lui on voulait pas. J'ai eu des problèmes de santé. Et puis les médecins nous ont dit si vous voulez des enfants, c'est maintenant parce qu'après ce sera plus possible. Bon il y a un truc qui a dit. Ouais, évidemment. Il y a peut-être quelque chose en fait. Donc on a eu après nos 2 filles et pareil, ma fille est née dans la salle de bain, je devais pas accoucher à la maison, c'est mon mari qui m'a accouchée parce qu'elle arrivait trop vite et il l'a accueillie et je lui avais dit surtout tu ne regarderas pas ce qui se passe ici. Elle va me regarder pour le coup. Et il a été, comme il disait, Dr Queen, femme médecin, à accueillir notre fille. Donc, référence. Non mais lui c'était ça. Et quand j'ai commencé à accoucher, parce que je l'ai appelé, il était pas à la maison, il y avait que mon petit aîné à l'époque. Et je lui dis en fait je me sens vraiment pas bien, faut que tu rentres, appelle mon oncle pour gérer les enfants. Et il me dit mais en fait quand tu vas... Puis dans le cerveau de la femme il y a un peu un switch qui se fait à dire tu sais que tu vas accoucher, en fait t'as tout qui se met en place pour te protéger le plus possible, je pense au niveau de la douleur. Et moi c'était je peux plus bouger, la salle de bain était mon espace, j'allais dire à mon fils de plus rentrer vu que mes 2 premiers accouchements avaient été très très compliqués. Et que normalement ma fille devait être en siège. Donc quand j'ai su que j'allais accoucher et que probablement elle était en siège, je me suis dit, voilà, puis mes 2 premiers accouchements ça avait été très très compliqué. Je me suis dit bon on va éviter qu'il voie ce genre de choses. Et mon mari quand il est arrivé qui m'a dit tu t'allonges et qu'il a vu que la tête de ma fille sortait, il s'est mis en Dr Queen femme médecin comme il dit à chaque fois, il dit en fait, c'était serviette propre, eau chaude, machin, puis après il m'entendait crier, donc il est tout de suite revenu et il dit en fait on va arrêter les serviettes et l'eau chaude et il a appelé le SAMU et en fait elle est arrivée en 15 minutes. Donc les pompiers sont arrivés, SAMU et il a finalement dit, pas en siège. Pas en siège, elle s'était retournée, et donc c'était exceptionnel. Mais toute notre histoire est comme ça, que d'improbabilité, ou là où ça devait pas se passer comme ça. Et je pense que ça fait partie de la reconstruction. Si je refais le lien, je pense que tout ça, tout ce côté, c'est la vie qui fait que ça vient un peu mettre des petits pansements sur tout ce qui s'est passé avant et de me faire accompagner. Aujourd'hui, en fait, me faire accompagner, d'accepter mon parcours. C'est aussi, de témoigner mon parcours et d'accepter mon parcours qui est comme il est. Et que c'est une opportunité aujourd'hui, moi, d'accompagner d'autres personnes par rapport à ça, des femmes. En fait, c'est une chance. C'est une chance que j'ai, parce que ça on ne l'apprend pas dans les livres. Je pourrais être accompagnée sur une formation pour accompagner des femmes. Je pense qu'elles ne
ça va pas prendre ce qu'on sent à l'intérieur, tout ce qu'on a vécu, quand on se sent démuni, voilà, c'est des choses, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de l'ampleur de ce que c'est. Et aujourd'hui, moi, je sais, quand une femme vient voir, elle me dit j'en peux plus du quotidien, je suis dépassée, c'est trop, je viens de me séparer avec mon ex-mari, ça va pas, et je vais lui dire oui, moi, ça va passer. Oui. Je sais que ça... Enfin, tu sais ce que ça représente. Je sais. Et c'est la force qu'il faut. C'est ça. Et qu'il y a des choses qui sont pas quantifiables, qui se résument pas à un objet ou un compte en banque, ou... Enfin, voilà, c'est bien plus profond, et que les femmes, on est faites de énormément de ressources. Ça, c'est incroyable, et que quand on est prête à avancer et qu'on sait qu'on doit avancer, souvent pour les enfants, c'est souvent la priorité. Après, on met tout ce qu'il faut autour pour avancer et aller mieux. Quelles sont tes ressources, toi, que tu as su développer ? Prendre du temps pour moi, vraiment. Et là, bon, j'ai repris parce que ma petite dernière, elle est née il y a quand même pas si longtemps, donc le sport. Moi, c'était vraiment ça, en fait, faire du sport pour me sentir bien et avoir un corps qui est fiable. En fait, moi, me sentir fiable avec mon corps et me dire que ça va aller, parce que déjà, j'ai un métier physique, mais que j'arrive à me libérer, de me sentir alignée, et je pense de me faire accompagner maintenant, moi-même, à me faire coacher, à suivre des formations, ça vient m'alimenter mentalement, mais aussi intérieurement. Pour me sentir bien, toujours confiante sur l'avenir aussi, parce que je me dis que j'ai de plus en plus de ressources à m'apporter, et ça me fait du bien, et ça me sécurise aussi, parce que je me dis, voilà, on déploie en fait plein de choses qui sont autour et qu'on pourra exploiter après. Donc finalement, de te remettre au centre de ta vie. Ouais, c'est vraiment au centre de ma vie, et de choisir en fait la vie que j'ai envie. Enfin, c'est aussi ça, de pas subir une vie qui n'est pas la mienne, ou qui est imposée par la société, parce que la normalité, elle est comme ça. Ou 90% des gens en fait fonctionnent comme ça, mais finalement, moi ça me convenait pas, et d'accepter de ne pas avoir la même vie que tout le monde aussi. De pas être salarié, d'avoir un métier qui est peu connu, qui rentre pas dans des cases. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le porte, comment... Voilà. Finalement, pour quelqu'un qui n'était pas construit, tu as réussi même à te créer. Oui. Toi, mais aussi ton environnement, ta petite case finalement. Oui. Puisque elle n'existait pas, tu l'as faite. Oui. Mais ça, c'est aussi un gros travail de se dire je crée quelque chose qui n'existe pas. Parce que mon métier, en fait, mon vrai métier étiquette, c'est home organizer, donc coach en rangement et en organisation. Mais même ça, je le fais pas de la même manière que mes consoeurs. Parce que je ne fais pas, alors c'est pas du tout pour être péjorative, hein, mais ça va être le tri des papiers, l'organisation, un peu l'organisation du foyer, mais moi je vais jusqu'à, quand je fais le tri chez mes clients, d'aller à la déchetterie pour mes clients, de revendre les vêtements en fait, sur les plateformes pour aider mes clientes à faire ça. Enfin, en fait, j'ai vraiment tout construit, j'accompagne sur le budget, sur vraiment beaucoup de choses. Tu prends la personne dans sa globalité. C'est ça. Pas juste le rangement, mais tout ce qu'il y a derrière peut-être aussi. En fait, c'est vraiment tout ce qui constitue notre quotidien, et on a besoin de se restructurer, d'avoir peut-être une éducation aussi financière, et de se sentir allégé, guidé et en sécurité sur tout ce fonctionnement. Et pour moi, en fait, la maison, c'est une petite entreprise. Mais en fait, on n'a pas les codes pour gérer notre petite entreprise. On n'a pas été éduqué. On est formé pour avoir un diplôme, pour avoir notre métier de demain, pour peut-être créer son entreprise, apprendre à faire de la comptabilité, à même nous former à nos compétences de notre métier d'entreprise. On n'apprend pas à être maman, on n'apprend pas à être une femme, on n'apprend pas on l'apprend intergénérationnel, on l'apprend par les codes de la famille, des amis, mais c'est tout. En fait, avec des fêlures, avec des maladresses. Et en plus, sans prendre en compte la personne qu'on est. Parce que on le voit dans une famille, on peut avoir 2 enfants et un caractère totalement différent alors qu'on les éduque de la même manière. Mais parce que eux, ils sont différents en fait intrinsèquement, et donc c'est moi aussi, j'ai eu un moment vraiment de doute sur me dire mince, je suis en train de créer quelque chose qui n'existe pas, et du coup est-ce que je suis pas en train de partir en vrille à faire n'importe quoi, parce que quand il faut décrire son métier, en fait c'est dur, parce que je fais plein de choses, et c'était comment me définir. Du coup, voilà, pareil, me définir et me dire comment je me présente.
je suis qui. Donc ça aussi, ça a été un gros travail que j'ai fait l'année dernière. Donc c'est récent, hein, je suis qui, je me présente comment, par rapport à mon entreprise, est-ce que je suis en train de créer, et est-ce que c'est ok que mon entreprise soit totalement différente de ce qui peut exister. Et tu le dis avec un sourire, donc c'est que t'as la réponse. Bah oui, oui c'est ok, complètement. Mais c'est, encore une fois, en fait, on a tellement dans les croyances limitantes l'habitude de devoir coller un schéma précis et de rentrer mais dans une case qui existe, que c'est tellement dur d'en sortir et se dire bah oui en fait je vais à contre-courant et d'assumer le regard des autres. Dire, tu vis de ranger chez les gens, tu vis de vendre les vêtements de tes clients, et puis t'es contente en plus de ranger chez les gens. Enfin, donc c'est, il peut y avoir quelque chose de très péjoratif, mais finalement t'en as fait une force. Moi j'adore. Je ne me vois pas aujourd'hui changer tout ce que j'ai construit en fait de mon entreprise. C'est clairement, alors ça évoluera avec le temps bien évidemment, mais j'aime en fait tout ce que j'ai créé, les résultats que je vois chez mes clientes et tout ce qu'elles m'apportent aussi, hein, parce que c'est ce que je leur dis. Je pense que c'est mes plus belles thérapies aussi, parce qu'elles arrivent toutes avec leurs histoires, en couple, pas en couple, en séparation. Avec des découvertes énormes, avec juste une envie d'aller mieux, mais elles ont toutes leurs histoires et elles me font confiance. Et ça, je trouve ça génial, c'est qu'elles arrivent, des fois elles ne me connaissent pas du tout, mais elles me font confiance pour changer les choses. Et quand on voit le résultat après, on dit waouh, c'est plus du tout la même personne que j'ai en face de moi. Et puis toi non plus. Et oui, c'est ça. T'en as les yeux qui brillent. Ouais, oui. Mais c'est pour ça que je dis on est pleine de ressources parce qu'on voit le changement. Les accompagnements les plus longs que je fais, c'est 6 mois. Et quand je vois mes clients qui arrivent et qui me disent je suis désespérée, ça changera pas, j'en peux plus. Et on voit 6 mois après, moi, ma meilleure réussite, c'est quand elles ont plus besoin de moi. Et qu'à la fin, elles m'oublient presque parce que tout tourne et qu'elles ont plus besoin de moi. Et là, je les regarde et je fais super, ça y est, défi relevé. En fait, c'est bon, elles sont à la bonne place dans leur vie et ça fonctionne. Et c'est ok, on est arrivé là où elles voulaient être. Donc finalement, ta reconstruction, c'est aussi aujourd'hui d'aider les gens à se reconstruire aussi. Les femmes, alors plutôt les femmes, parce que moi, c'est sur toute la partie organisation du quotidien, du foyer, le tri, ça va plutôt être les femmes. Alors j'ai des hommes aussi qui me contactent, pour, alors c'est plutôt l'aspect déménagement, les hommes très pragmatiques, hein. Ils savent ce qu'ils veulent. Les messieurs savent tout de suite, ils appellent, ils savent ce qu'ils veulent, donc ça va être sur des déménagements où ils n'ont pas envie de gérer et je gère tout pour eux. Mais les femmes, en fait, moi c'est là où je m'éclate le plus à les accompagner et où moi je pense que c'est pour ça que je dis c'est ma thérapie, c'est là où moi je me sens vraiment utile dans leur reconstruction ou leur façon de modeler leur quotidien et qu'elles se sentent bien dans leur quotidien. Et donc, aujourd'hui, oui. Qui es-tu et comment tu te sens? Alors, toujours Virginie, bientôt 35 ans. ça change pas. Maman de 4 enfants, qui est épanouie et très alignée avec son quotidien. Je sais où je vais. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je me sens bien aussi par rapport à mon passé et à la vie que j'ai maintenant et ce que je veux pour la suite. Donc il y a vraiment cette sérénité. Et c'est pas pour mettre un mot qui a un peu tendance, mais c'est vraiment une paix avec moi-même. Et pour la suite, être confiante aussi pour la suite. Et qui je suis, mon métier en fait d'accompagner les femmes à se sentir mieux chez elles et dans leur quotidien. C'est en fait c'est une part de moi que je leur donne à mes clientes pour leur donner tous les outils pour aller mieux et avancer et ne plus subir une vie en fait qu'elles n'ont pas vraiment choisie parce que ça s'est mis en place sans vraiment qu'elles le décident consciemment. Donc, c'est reprendre le lead, reprendre le pouvoir. C'est ça. Moi, je dis reprendre la puissance de sa vie, mais parce que je pense qu'il y a l'énergie qui est là. Un peu comme les hommes de Cro-Magnon qui frottaient 2 pierres pour faire le feu. Je pense qu'elles sont là, à essayer de faire des étincelles avec les silex là, et
Et à un moment donné, moi je suis là pour, ok, on enclenche et on allume le feu et ça y est. Alors ça veut pas dire on divorce et on n'a plus d'enfants, et ça veut pas dire ça, hein, mais ça veut dire construire, en fait, qu'elles s'autorisent à construire une vie qui leur corresponde et un quotidien qui leur corresponde et d'une organisation qui est faite pour eux, de reprendre le pouvoir sur leur budget aussi, de comprendre comment ça fonctionne pour se sentir mieux aussi avec être en paix avec leur budget, parce que ça c'est quelque chose qui revient beaucoup parce qu'on n'est pas éduqué à gérer notre budget et à savoir où passe notre argent et qu'on a le droit de prendre des décisions avec notre budget et que c'est pas une fatalité d'avoir un salaire tous les mois, d'aller travailler pour payer les factures et qu'en fait on se perde sur ce mécanisme là. Donc c'est tout ce qui a été enclenché, c'est mon moi de maintenant et mon moi d'avant, mais qui a fait que j'ai créé tout cet écosystème pour que mes clientes puissent se retrouver. Finalement, cette liberté. Je t'entends parler, j'entends la liberté d'être moi-même, Ouais. et offrir aux femmes d'être libres comme elles le sentent. Oui, et d'avoir leur quotidien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Parce qu'au début, il y a la peur de mal me répondre ou pas dire la bonne réponse. Et moi, je leur dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est elle. Si ça fait écho pour elle, moi, c'est ok. C'est personne. Et je leur dis toujours le foyer. Enfin, chaque foyer est totalement différent. On a des constructions familiales et des schémas familiaux qui sont différents pour différentes raisons. Et c'est ok. Donc, on ne peut pas calquer un quotidien à la lettre. Et je ne peux pas arriver, moi, avec une feuille de route en disant... tu dois appliquer ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est qu'est-ce qui se passe chez toi, ok, de quoi tu as besoin et on construit par rapport à ça de manière à ce que ça te corresponde et que ça tienne dans le temps et que si demain en fait ça doit changer parce que y a un changement d'emploi, parce que y a une perte de salaire ou au contraire y a une augmentation de revenus, comment elles font face? Parce que souvent ça me fait rire, mais elles viennent en me disant mais quand je gagnerai plus d'argent, ça ira mieux. Je dis, on va déjà apprendre à faire beaucoup mieux avec cette situation-là et du coup, quand tu auras plus, ça sera encore mieux. Mais c'est pas en ayant toujours plus que ça va aller mieux. C'est comment tu utilises ce que tu as avec ta petite boîte à outils d'aujourd'hui pour faire en sorte que tu arrives là où tu veux aller. Le moment présent. Le moment présent. Et de se sentir bien, en fait, c'est surtout ça. Et de pas attendre les vacances pour se sentir enfin reposé. Et ça, je pense que c'est dur quand j'entends ça, mais de me dire travaille toute l'année pour attendre juste les vacances d'été pour se sentir bien parce qu'il n'y a pas les courses à faire, les enfants n'ont pas école et qu'il n'y a plus les tunnels du soir à rallonge. Donc je trouve ça assez dur d'attendre 8 mois pour pouvoir retrouver en fait un semblant de ok on s'apaise pendant 3 semaines, 4 semaines et après c'est bon. Donc non, c'est pas, la vie c'est pas fait pour ça. Donc voilà, que chaque femme se sente bien, je pense que... C'est beau. C'est beau. Et si tu devais te définir en un mot aujourd'hui? Oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est hyper dur. Oh là là, je vais pas savoir. Mince. 2. Non, en fait, je trouve ça toujours très dur parce que moi, il y a toujours cette dualité. Non, en fait, ça serait la liberté. Vraiment, c'est la liberté. Et bien sur ce beau mot, merci à toi. Merci à toi. Et puis,